ravie d'être avec vous ce matin, très contente de vous voir tous. J'espère que vous allez passer une très bonne journée aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de talks hyper intéressants. Et en tout cas, nous, on se voit ce matin sur un sujet à la jonction entre la research et le produit. Action ou vérité, quelle place pour la user research au sein d'une équipe produit? Vous l'aurez compris, mon objectif, c'est pas de parler exclusivement aux researchers, parce qu'on n'est pas beaucoup dans la salle, heureusement, mais vraiment de parler à toutes les personnes d'entre vous qui font de la user research. Et heureusement, on est de plus en plus à pratiquer dans notre quotidien, qu'on soit designer, qu'on soit product manager, product owner, ou évidemment researcher. Donc bienvenue à toutes et à tous. N'hésitez surtout pas à la fin à me poser quelques questions si vous en avez. J'aime bien quand c'est interactif, et il y a certains moments où je vais solliciter aussi vos idées, donc n'hésitez pas. Pour vous parler un petit peu de moi avant qu'on démarre, donc, je suis user researcher, ça fait 7 ans que j'évolue dans le domaine. J'ai d'abord accompagné des grands groupes en consulting, donc de la banque, assurance, Natixis, BNP, des boîtes un peu plus tech, Amazon, Facebook. Et après quelques années à accompagner ces grosses boîtes, où je voyais qu'il y avait, de mon point de vue, beaucoup de process, j'avais l'impression que c'était un peu compliqué d'activer les insights, donc les apprentissages de la user research dans ces boîtes-là. J'ai eu envie de me frotter à un type de boîte que je ne connaissais pas du tout à l'époque, les startups et les scale-up, avec l'idée bien préconçue que ce serait beaucoup plus simple d'avoir de l'impact avec les insights de mes recherches utilisateurs dans ce type de boîte-là. J'y voyais une vélocité, une envie d'agir, etc. Et bien, spoiler alert, c'est pas du tout plus simple d'avoir de l'impact avec les insights de sa recherche utilisateur en start-up, en scale-up, en boîte tech. Donc j'ai accompagné notamment Swile, Agicap, Itch, Payfit aujourd'hui. Et en fait, pour tous, tout simplement, c'est très compliqué d'avoir de l'impact et finalement de voir la vraie utilité de la user research. Donc vous l'aurez compris, de la research, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup en 7 ans, j'ai beaucoup recherché. Et les fois où j'ai manqué d'impact, il y en a eu beaucoup aussi. J'ai beaucoup fait de restitution, où j'ai eu l'impression de mettre beaucoup d'efforts, beaucoup de ma personne, de pas beaucoup dormir la nuit, pour présenter des choses intéressantes à mes collègues, pour qu'au final, la salle soit un peu... voilà. Silence, qu'on me raconte que c'est très sympa ce que je partage, mais qu'il n'y ait pas beaucoup de lignes qui bougent à la fin. Donc moi, ça me fait me questionner sur notre rapport à la research et sur justement sa place au sein d'une équipe produit. Est-ce que notre rôle en tant que personne qui faisons de la research, c'est d'apporter ce socle de vérité hyper fourni sur qui sont nos utilisateurs, quels sont leurs besoins, leurs attentes, leurs motivations, leurs freins, ou est-ce que c'est de pousser à l'action? Est-ce que c'est de favoriser, d'être agent du changement justement dans nos boîtes et de pousser à l'action le plus rapidement possible? Vaste question qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc pour naviguer sur la conversation, je vous propose 2 grandes étapes et puis évidemment notre question-réponse. Première étape, ça va être de passer par une petite histoire pour qu'on se rentre un peu dans la scène aujourd'hui. Donc une histoire de manque d'impact qui va peut-être parler à certains d'entre vous. En tout cas, True Story, c'est basé sur mes histoires personnelles. On verra ensemble ensuite les 3 leviers à actionner selon moi pour vous permettre demain, la semaine prochaine, d'avoir plus d'impact au sein de vos équipes avec les insights, les apprentissages de vos recherches utilisateurs. Et on se garde du temps pour de la QA. Vous êtes prêts et prêtes? Cool. Donc il était une fois. Je vais vous raconter ce matin l'histoire de Timmy et Tara. Timmy, c'est un jeune insight. Il est né de 2, 3, 5 semaines, parfois, de recherche utilisateur. Il est fait d'insights qualitatifs, donc issus d'entretiens utilisateurs, quantitatifs, avec des questionnaires qu'on a partagés à une base de prospects. Et il a été élevé surtout par une super designer, product manager, researcher, sa maman, qui s'appelle Tara. C'est elle.
Elle vous dit bonjour. Bonjour Tara. Donc Tara, c'est la mère de Timmy. C'est la designer, product manager, researcher qui l'a fait naître. Elle l'a nourri d'insights qualitatifs, quantitatifs, enfin de données, qualitatives, quantitatives pour lui donner du poids. Elle a fait son maximum justement pour que Timmy ait de plus en plus confiance en lui, pour pouvoir un jour le présenter à la grande famille des stakeholders. Et effectivement, un jour, Tara, elle a eu assez confiance en Timmy, elle a su que c'était le bon moment, et donc elle a organisé une petite fête. Une petite fête pour présenter justement Timmy aux stakeholders, mais rien ne s'est passé comme prévu. Tara, très fière de présenter son insight, a reçu des choses de la salle du type « Ah bah rien de vraiment nouveau, mais c'était super, hein, merci ». Ah bah ouais, moi j'aurais bien aimé apprendre ça, je sais pas, il y a 2 mois. Oh, sympa les insights. Voilà, sympa les insights, je l'ai entendu souvent. Ça vous parle ou pas un peu ces retours? Ouais, c'est flatteur, ça fait plaisir. En tout cas, c'est pas négatif, mais bon. Tara, elle a été déçue de cette réaction-là. Et le problème, c'est que évidemment, son audience aussi, elle a été déçue. Elle a bloqué du temps dans l'agenda, elle s'est rendue à cette restitution, elle sait, cette audience, que ça a pris du temps, de l'énergie, quel que soit le temps que ça a pris du temps, pour qu'au final, j'ai pas l'impression d'avoir appris grand-chose de nouveau. Et on parle pas de Timmy dans tout ça, parce que le pauvre Timmy qui venait juste de naître, il se retrouve sur une étagère, dans un Google Drive, à prendre la poussière immédiatement. Il n'y en a pas beaucoup dans la boîte qui ont eu la chance de faire sa connaissance. Il n'y a finalement que les 3, 4, 5, 12 personnes présentes dans la salle. Il n'y a pas beaucoup, voire pas du tout de décisions qui sont nées de ces lumières. Et surtout, les utilisateurs, nos clients, eux, ils n'ont toujours pas réponse à leurs problèmes, alors que Timmy, il les avait quand même identifiés. Levez la main les personnes à qui cette situation parle. Est-ce que vous avez déjà été dans ce type de restitution? Ouais. Bah ouais. Bah bienvenue. Donc effectivement, ouais, cette situation, elle parle à beaucoup d'entre nous. Moi, elle me parle beaucoup. Des moments de restitution qui génèrent même parfois des bonnes conversations, des conversations intéressantes. Mais au final, on claque la porte, on ferme le Zoom, et il n'y a aucune ligne qui bouge, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Si on a le courage, en tant que personnes qui ont produit cet insight, de pousser nos collègues à passer à l'action, c'est-à-dire retourner les voir 1 semaine, 2 semaines après pour bouger. C'est moi qui fais des petites bêtises ou pas? N'hésitez pas à me dire. Si on a le courage d'aller voir ses collègues pour faire bouger les lignes après, ça peut évoluer. Mais bon, souvent, on laisse un peu tomber. Et donc, Timmy prend la poussière et rien ne change. Cette situation-là, ces restitutions que moi j'appelle flop, elles arrivent selon moi pour 3 raisons. Et ces 3 raisons-là, elles sont liées à nous. Elles ne sont pas liées à la maturité design produit de notre boîte. Elles ne sont pas liées au fait que vos stakeholders, vos collègues soient réceptifs à la research ou pas. Elles sont vraiment liées à nous. Et selon moi, ces 3 raisons, c'est on n'a pas attaqué le bon problème, ou en tout cas le problème le plus important pour le business, pour votre équipe. On n'a pas engagé nos stakeholders ou les équipes assez tôt dans le process. On arrive avec une flopée d'informations très large qui n'est finalement pas priorisée. Je suis désolée pour les petits qui ne sont pas si petits que ça. Et donc, on n'a pas priorisé forcément l'information. Et ça peut aussi arriver qu'on n'ait pas packagé l'insight de la bonne manière. On n'a pas réussi à raconter l'histoire pour que cet insight, justement, pousse la motivation, donne envie à vos équipes d'agir, transpire finalement cette notion de « il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on résolve ». Et là, ça marche. Ok, parfait. Désolée, merci. Ça vous réveille un petit peu dans les... C'était fait exprès. Ce ne sera pas comme ça pour les prochaines. Ok, donc ces 3 problèmes-là, ces restitutions flop, on les voit. Partez du principe que c'est de votre faute, que c'est de notre responsabilité de faire en sorte d'avoir plus d'impact
Et il faut qu'on arrête, selon moi, de se dire que c'est la faute à leur gars, la faute au fait que les gens ne sont pas assez matures en face de nous et ne sont pas prêts à recevoir des insights de la research. Alors, comment on fait pour s'extirper de ces restitutions un peu flop et comment on fait finalement pour générer plus d'impact avec ces insights? Au fur et à mesure du temps, j'ai identifié 3 leviers principaux. Et encore une fois, ces 3 leviers, ils sont très centrés sur nous. C'est ça qui est cool, ça veut dire que dès demain, vous pouvez actionner ces leviers tout seul. Premier levier, ça va être d'ouvrir son terrain de jeu. Ça va être d'ouvrir ses propres compétences. Deuxième levier, ça va être de challenger la manière dont vous allez produire ces insights, challenger votre process quand vous faites une activité de user research. Et troisième levier, ça va être d'améliorer le packaging, la manière dont vous distribuez ces insights à vos collègues. Donc, premier levier, ouvrir son terrain de jeu. Cette roue-là, elle reprend les compétences clés, les compétences phares quand on fait de la user research. Encore une fois, ce n'est pas les compétences du user researcher, c'est vraiment les compétences qui vont vous aider, en tant que personne qui fait de la research, à avoir plus d'impact. Ce que j'observe, c'est que la majorité des personnes qui font de la research restent cantonnées au stade, ou en tout cas à la zone producteur. On audite, on sait auditer de la donnée, on sait auditer des comportements, on sait collecter cette donnée-là, l'analyser et la restituer. Je vais appeler ces compétences un peu les compétences de base. Les maîtriser, déjà, c'est quelque chose, c'est pas donné à tous, ça demande de la pratique. C'est des compétences. Et ce que j'observe, c'est qu'on est encore très très peu à glisser, aller vers des compétences qui sont plus des compétences de facilitation et d'influence. On reste assez timide quand on fait de la research à aller faciliter la prise de décision, c'est-à-dire emmener ses collègues à aligner une vision, à avoir une vision commune et à collaborer sur une co-construction de cette vision commune de qui sont nos utilisateurs, quels sont les plus gros challenges qu'on doit aller les aider à résoudre. Et on est encore très frileux finalement à activer et à motiver un passage à l'action. Ce que j'observe quand on fait la research, c'est qu'on délivre finalement la connaissance, mais qu'il y a un gap ensuite, un peu cette chose où il se passe, cette zone où il ne se passe pas grand-chose, et où on n'active pas, on n'aide pas nos collègues à passer à l'action. Côté de l'influence, là, c'est commencer à se poser la question de, avec toutes les choses les plus importantes qu'on a apprises par la user research, comment je peux influencer les personnes de l'entreprise à prendre des décisions plus stratégiques. Est-ce qu'il y a des choses au sein de ce qu'on a appris qui vont pouvoir aider l'entreprise à passer à la prochaine étape? Comment finalement je vais être un agent de transformation? Comment je vais inspirer par les insights, les résultats de recherche utilisateur qu'on a eus? Et comment je peux aussi aider à scaler, faire grandir la pratique de la user research dans la boîte. Donc pour résumer, même si on sait que les stats c'est plus pour marquer qu'autre chose, je dirais que on est 1% des researchers à avoir ces 3 pans-là. Donc production, facilitation, influence, là où la majorité des personnes qui font de la research sont très producteurs. Donc posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire vous demain pour aller vers potentiellement plus de facilitation et d'influence? Quelque chose que je trouve super là-dessus, c'est qu'il y a très certainement des designers, si vous n'êtes pas designer, des designers qui bossent avec vous, qui sont dans votre organisation, des designers de service aussi par exemple, des personnes qui ont des compétences et des capacités de pouvoir vous apprendre comment mener des ateliers collaboratifs, aller plus loin. C'est intéressant de faire bosser ces stakeholders autour des insights et de ne pas juste leur livrer de la connaissance. Donc premier levier, ouvrez votre terrain de jeu, soyez conscient de là où vous êtes bon, soyez conscient des choses sur lesquelles vous pouvez vous améliorer et allez creuser un petit peu ces choses-là quand vous allez restituer. Deuxième levier, challenger ses process. Je n'avais pas changé les couleurs de mon escalier, c'est un peu moche, pardon. Donc challenger ses process. Ce que vous voyez en face de vous, c'est ce que j'appelle un process
classique, normal, quand on fait de la user research. Quand on fait de la user research, ce process assez classique, on part d'une question de recherche. Donc, par exemple, quels sont les comportements de nos utilisateurs à tel moment du parcours, quels sont les plus gros challenges de nos utilisateurs au moment de l'onboarding. Bon, ça, c'est une question de recherche. Basée sur cette question de recherche, on va aller collecter de la donnée, qualitative, quantitative, on va l'analyser, la restituer. Et en bout d'escalier, peut-être pas, on a aidé quelqu'un dans la boîte ou on s'est aidé nous-mêmes à prendre une décision. Mais cette dernière marche, elle reste assez hypothétique. Quand on commence en tout cas la research, on n'est pas certain de l'atteindre. Ce que j'observe moi avec ce process que j'utilise encore parfois, hein, il faut se le dire, parce qu'on ne peut pas toujours tout bien faire, mais en tout cas que j'ai utilisé très 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 souvent, donc vraiment partir d'une question de recherche sans trop forcément creuser d'autres choses, on va en parler, c'est qu'on manque de clarté. Moi, je me suis retrouvée beaucoup de fois à faire de la recherche en me disant mais au bout de 2 semaines, pourquoi je fais ça quoi ? Pourquoi je fais ça ? À qui ça va servir ? Quelle est la chose la plus importante que je suis en train d'apprendre ? On se perd un peu. Et ce que je constate surtout, c'est que ça entraîne une énorme perte de temps. Que souvent, on perd du temps à aller collecter des choses qui ne sont pas si importantes que ça, qui sont très secondaires. On atterrit sur des apprentissages qui sont un peu hors sujet. Donc là, c'est souvent l'effet flop, l'effet « j'ai rien appris de nouveau, merci ». Si on le sait déjà, c'est qu'on n'est pas forcément à le creuser encore. Et donc, ça peut se résumer en un gaspillage de temps et gaspillage de ressources. Donc, vous. A contrario, je vous propose de réfléchir à un process qui est appelé Decision First Research. Donc, un process qui est basé sur une prise de décision. Ce process-là, cette manière de faire, je ne l'ai pas inventée. Elle a été modélisée par Behzod Sirjani. Je vous conseille vraiment, si vous ne connaissez pas, d'aller voir certaines de ses ressources. Il y a même des bouts de formation qui sont dispo, on pourra en discuter plus tard. Et donc, selon Behzod, et moi ça a transformé ma manière de voir la research, pour commencer un travail de research, il faut commencer par cadrer la décision que ce travail de research doit supporter. Et ça, c'est fantastique, parce que ça permet de faire un filtre énorme sur ce qui est important pour le business, pour votre équipe, aujourd'hui, dans les jours, dans les semaines, dans le quarter à venir. Donc cette première marche de la décision, elle emmène ensuite sur une collecte de données qui est filtrée au regard de cette décision-là. On va aller analyser les choses les plus importantes au regard de cette décision à prendre. On va la restituer aux bonnes personnes. Et surtout, dernière marche, là, c'est de passer à l'action. Donc là, on va donner le plan d'action, on va aiguiller, aider nos stakeholders à travailler autour de l'action la plus concrète à prendre pour faciliter la décision. Donc on se focalise sur l'important, on priorise les preuves, on priorise ce qu'on apprend au regard de la décision à cadrer, et donc on gagne du temps, on augmente l'impact. C'est sympa Roxane, merci, mais comment on cadre une décision, comment on monte sur cette première marche? C'est ça le plus compliqué finalement. Ce que je vous propose pour monter sur la première marche, c'est un petit framework en 3 étapes, ou en tout cas de penser à ces 3 étapes-là. Cadrer la décision, c'est des conversations. Ne partez pas faire de la research parce qu'on vous l'a demandé, parce que vous pensez tout seul que c'est important. Alignez-vous avec les personnes de votre équipe autour de la décision la plus cruciale, la plus rapide, la plus évidente que vous devez prendre dans la semaine, le mois, le quarter, l'année à venir. Pour cadrer la décision, moi, les questions que je pose en général aux personnes avec qui je bosse, il y en a 3, c'est qu'est-ce qui est important pour le business aujourd'hui, maintenant? Comment ça se transcrit dans le produit? Et quel est le risque si on n'agit pas là-dessus? Là, vous allez voir que ce qui est assez intéressant, c'est que dans une même équipe, les visions autour de ce qui est le plus important pour le business, comment ça doit se transcrire dans le produit, et les risques si on ne le fait pas, déjà à ce stade-là, souvent, on n'est pas tous d'accord. Et les gens de votre équipe, ils n'ont pas forcément les mêmes visions. Donc avant d'aller chercher des preuves pour savoir quelle décision prendre, pour qu'ensuite chacun prenne son truc pour sa propre paroisse, mettons-nous d'accord et assurons-nous qu'on est tous
debout et qu'on marche tous vers les mêmes besoins, les mêmes prises de décision. Donc, commencer par faciliter cette prise de décision. Deuxième point, connaître notre audience. Hyper important, encore une fois. Souvent, histoire que j'ai vécue beaucoup, on se rend compte des besoins de nos stakeholders, ne serait-ce qu'en termes de langage, au moment où on leur restitue les résultats. Un peu dommage. Ce qui est marrant ici, parce que ça résonne avec le petit jeu qu'on a fait ce matin, c'est que vous pouvez faire comme une espèce de qui-est dans vos boîtes, un organigramme, et marquer un peu toute cette équipe, par exemple l'équipe tech, quelles sont les choses qui vont être importantes pour eux, quelles sont les choses qui vont résonner. Est-ce qu'on va plus leur parler, je ne sais pas, d'aide technique, est-ce qu'on va plus leur remonter des bugs techniques. Côté produit, les product managers, par exemple, de votre boîte, qu'est-ce qui va leur intéresser? Est-ce que c'est le taux de churn dans votre produit? Et par exemple, côté design, est-ce que vous allez plus leur parler de friction sur le parcours utilisateur? Il faut commencer à comprendre qui ils sont avant de s'adresser à eux et avant de leur donner à manger avec vos insights. Et enfin, troisième étape, les engager tout au long du process. Là encore, c'est assez intéressant. Quand on fait de la research, il n'y a pas un seul rituel qui a été créé pour favoriser la collaboration, pour favoriser le fait que l'information passe assez naturellement d'une équipe à l'autre, d'une personne à l'autre, à n'importe quel moment du process de research. Pourtant, quand on fait du produit, on a plein de rituels product design pour justement faire en sorte que l'information n'arrive pas dans 3 mois, quand tout s'est terminé, pour qu'on ait la capacité de pouvoir réguler la direction, s'aligner et avoir un bon niveau de conversation. Pourquoi on ne fait pas pareil avec nos apprentissages? Je n'ai pas la réponse. Mais en tout cas, vous pouvez mettre en place des moments pour partager vos insights avec vos stakeholders bien avant le moment de restitution. D'abord, parce qu'il y a peut-être des choses, des apprentissages, des nuggets, des choses rapides à manger qui vont être hyper intéressantes pour eux à savoir 2 jours après que vous ayez commencé à faire de la research, qui sera peut-être bien moins pertinent pour eux dans 2 semaines. Et puis, ça vous permet de savoir si vous êtes toujours bien centré par rapport à ce que vous apprenez autour de la décision à prendre. Sur la partie engagement, donc la 3e étape, moi, j'avais par exemple mis en place chez Swile une Insight Hotline. Donc, toutes les semaines, on se voyait. C'était 1 heure. J'ai d'abord commencé avec quelques personnes côté product marketing, il me semble. Puis petit à petit, ça a grandi. Et la première demi-heure était dédiée à leur donner, les nourrir de choses que j'avais pu apprendre, d'insights que j'avais pu apprendre sur la semaine. Et la seconde demi-heure était, elle, dédiée à collecter les décisions assez rapides qu'il fallait les aider à prendre pour les semaines à venir, les mois à venir. Donc, pour monter sur cette première marche, on cadre la décision, on fait en sorte de connaître son audience, ce qui va les toucher, ce qui va les marquer, ce qui va les aider, et on les engage, pas seulement au moment de la restitution. 3e levier, on améliore sa manière de packager son insight. Ce que vous voyez en face de vous, ça s'appelle la mort par PowerPoint. Je pense que ça n'a pas besoin de description. Mais c'est une vraie technique qui est utilisée par la US Army. La US Army utilise cette technique qui s'appelle Hypnotizing the Chickens en conférence de presse pour faire en sorte d'hypnotiser les journalistes en face d'eux. Donc on a une personne, un représentant de la US Army qui parle très vite, très fort, devant cette slide, et on a une flopée de journalistes complètement perdus dans l'information, qui du coup, en bout de course, n'est pas en capacité de poser une seule question. Et là, notre représentant de la US Army est très content. La mission est accomplie, et il n'a pas de questions. Donc vous l'aurez compris, nous, notre objectif, c'est pas d'aller hypnotiser notre audience, c'est de pas faire ce type de slide-là. Ce que je constate aussi, c'est qu'on est encore beaucoup, moi la première, je fais beaucoup ça et c'est normal, à construire, partager ce que j'appelle des insights en 2D.
Les insights en 2D, ça va être des rapports, donc des slides, des fiches persona, des Customer Journey Maps. Et c'est très bien, c'est hyper utile. Mon discours, c'est pas de l'arrêter. Mais c'est vraiment de se dire que c'est des outils qui permettent un socle de connaissances commun, un socle de vérité, et s'assurer qu'on est tous alignés sur la connaissance utilisateur. A contrario de ça, on est encore assez frileux à sortir des insights que j'appelle en 3D. Des insights en 3D, ils reprennent peut-être pas tous les aspects de vérité de ce qu'on connaît des utilisateurs, mais ils transpirent une certaine notion d'urgence à agir. Ils montrent le challenge et montrent cette certaine notion d'urgence. Alors comment on construit, comment on va sur ces insights en 3D ? Un insight en 3D, selon moi, il est basé sur 4 aspects. Une preuve robuste, un challenge à adresser, une histoire racontée et le langage qui est utilisé. Concernant la preuve, partez du principe déjà qu'un adulte se rappelle à la fin de la journée de 10% des choses qu'il apprend. C'est pas beaucoup, et on est tous des adultes ici, à ce que je le sache. Donc, il faut qu'on arrive justement à se poser la question, quels sont les 10%. Quels sont les 10% que je veux pouvoir transmettre à mon équipe ? Quel est le plus important ? Ici, on va chercher une preuve robuste, une preuve dans laquelle on croit, et il faut que ce soit les 10%. Côté challenge, l'objectif, c'est de se positionner quand on livre son insight comme un coach sportif. Vous êtes le coach sportif et votre équipe en face de vous sont les athlètes. L'objectif va être de leur montrer quel est l'obstacle qui va être le plus difficile à surmonter. Pourquoi cet obstacle est plus compliqué ? Comment est-ce qu'il faut l'aborder ? Vous devez pouvoir vous positionner en tant que coach et vraiment décrire non pas seulement le fait, donc l'obstacle, mais vraiment comment votre équipe doit pouvoir aborder le sujet. Raconter une histoire, hyper intéressant. Partez du principe là aussi que les faits, on les oublie. Par exemple, moi j'étais incapable de me souvenir de la hauteur de l'Everest. Je ne suis pas non plus capable de vous dire exactement combien de personnes gravissent l'Everest par an. Par contre, il y a des histoires qui m'ont marqué. Une, par exemple, d'une touriste qui ne pouvait pas se passer de son café le matin, qui a donc fait des pieds et des mains pour avoir sa machine Nespresso montée dans un sac à dos pour pouvoir avoir son espresso tous les matins à chaque camp de base. Les guides lui ont autorisé cette folie de prendre cette machine à Nespresso et elle a dû être remplacée. En tout cas, la machine à espresso arrivait dans un sac à dos à la place d'une bouteille d'oxygène. Donc une bouteille d'oxygène en moins pour l'équipe. L'équipe, la cordée, s'est retrouvée sur l'Everest. Malheureusement, tempête. La moitié de la cordée s'est retrouvée bloquée. Beaucoup sont décédés. Et la question a été de savoir justement si une bouteille en plus d'oxygène aurait pu sauver à minima une personne ou pas. Cette histoire, personnellement, elle m'a marquée. Je ne sais pas si certaines d'entre vous la connaissent, mais bien plus que les faits. Donc mon point là-dessus est vraiment de vous dire, racontez des histoires, restez sur ces histoires, c'est bien plus important, bien plus marquant que les faits. Et enfin, le langage. Là, ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'au travail, on est beaucoup sur l'écrit. On écrit beaucoup, et encore plus en étant loin les uns des autres. Alors que dans la vraie vie, quand on apprend, on fait l'expérience de choses, on voit des choses, on lit des choses, on écoute des choses. Comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que l'expérience que vous proposez à vos stakeholders, à votre équipe pendant des restitutions, soit bien plus marquante ? Quelle est la meilleure expérience audience que vous pouvez finalement promettre ? Donc, pour terminer ce talk, parce qu'il me semble qu'il nous reste très peu de temps, j'aimerais terminer par la première question, qui est alors research, action ou vérité ? Est-ce que notre objectif, c'est de démontrer l'intégralité des possibilités, d'être exhaustif sur tout ce qu'on a pu apprendre, de montrer toutes les routes, les nationales et départementales, et de laisser ensuite les gens en face de nous faire un choix ? Ou est-ce que notre rôle, c'est d'aider à passer à l'action, de montrer quelque chose de plus simple, peut-être de plus évident, et surtout de donner des directions. Pour faire Montpellier-Nîmes, c'est 59 minutes en voiture, 11 heures à pied. En étant conscient de ça, quel type de choix tu veux faire ?
quel type d'action tu veux prendre. Merci beaucoup. J'espère que ce talk vous a plu.